Les chiens nous passionnent, pour de nombreuses raisons. Nous les maîtres ou les professionnels qui sommes amenés à travailler avec eux. Ils nous surprennent tous les jours, mais depuis une dizaine d'années, le chien intéresse aussi fortement les scientifiques. Il est devenu, plus que jamais, un sujet d'étude de prédilection. En effet, il interpelle les scientifiques du monde entier. D'après certains d'entre eux, pour mieux comprendre l'homme, il serait préférable de s'intéresser aux carnivores sociaux comme le chien, plutôt que d'étudier les primates. L'étude du canidé est donc devenue aujourd'hui une science à part entière. Nous n'avons donc plus aucun complexe à parler de science canine. Et nous disposons d'une banque de données passionnante et intarissable. Mais malgré toutes ces avancées, certains scientifiques s'acharnent encore à penser que les chiens apprennent essentiellement par conditionnement classique, à l'image des chiens de Pavlov qui se mettaient à saliver au son d'une cloche ou d'un métronome. Voici Louchka. Elle a compris très rapidement qu'elle obtiendrait une friandise en adoptant la position couchée. Il s'agit bien d'un apprentissage, faisant appel à un certain degré de réflexion. Cette forme d'apprentissage ne peut pas être appelée conditionnement. Il faudrait plutôt simplement parler d'apprentissage opérant. Maintenant, Douchka vient de proposer 2 couchers qui n'ont pas été récompensés. Alors elle s'immobilise et réfléchit, en se demandant pourquoi elle n'a pas été récompensée. Puis me propose à nouveau un coucher, et cette fois-ci je la récompense. Elle nous a démontré qu'elle ne réagit pas mécaniquement comme un automate, il y a bien un certain degré de réflexion. Grâce aux nombreuses études qui sont menées autour du monde entier, les scientifiques et leurs chiens nous ont démontré qu'il faut arrêter de prendre les chiens pour des automates, réagissant sans aucune conscience aux stimulations du milieu comme le prétendaient les psychologues des années 60, tels que Skinner, Thorndike ou Watson, car depuis nous avons changé de siècle. Je vous propose donc une petite rétrospective et une petite vue d'ensemble de quelques chiens d'aujourd'hui. Voici l'expérience par laquelle Pavlov démontre la création d'un réflexe conditionné. Si l'on présente à un chien une nourriture appétissante, il se met à saliver, ce qu'on peut observer en plaçant une canule sur les glandes salivaires sans souffrance pour l'animal. Il s'agit là d'un réflexe naturel, un acte automatique commandé par le bulbe. Le cerveau n'intervient pas, il est simplement informé. Si l'on fait entendre le bruit d'un métronome au chien en lui présentant en même temps de la nourriture, une association se fait dans son cerveau entre les deux choses. Et bientôt, le chien salivera au seul bruit du métronome sans qu'on lui montre de nourriture. Contrairement à ce que l'on aurait tendance à penser, le principe de conditionnement pavlovien est très rarement utilisé en éducation canine. On l'utilise parfois lors des thérapies comportementales en vue de désensibiliser l'animal à des situations anxiogènes. En dehors de ces situations, les principes d'apprentissage utilisés avec les chiens sont bien plus complexes et requièrent des capacités de cognition évoluées. Ces formes d'apprentissage complexes que nous utilisons généralement s'appellent des apprentissages opérants. On appelle aussi ces formes d'apprentissage des conditionnements, mais il s'agit d'une erreur, car cette forme d'apprentissage est bien trop complexe pour pouvoir être assimilée au conditionnement classique pavlovien. Les formes d'apprentissage opérant demandent aux chiens de faire appel à des processus de réflexion complexes, tels que la chaîne d'analyse suivante. Observation d'une situation, analyser la situation, mesurer les pour et les contre, prendre une décision pour ensuite passer à l'action et mémoriser le résultat, puis en fonction des bénéfices ou des pertes, répéter ou non ce comportement. Si vous êtes plutôt sceptique sur les capacités des chiens à pouvoir accéder à cette chaîne logique d'apprentissage, je vous laisse regarder par vous-même les images suivantes concernant les études du docteur Juliana Kamiński. Voici Rico, un génie à 4 pattes qui remet en question nos connaissances sur les capacités cognitives des chiens. Son intelligence est réputée dans la communauté scientifique et place la barre très haut pour toute son espèce. Rico connaît au moins 200 mots associés à des objets qu'il ramène sur commande. Ja, prima. Hier bist du so fein. Dans cette émission de télévision allemande, 200 jouets sont présentés en cercle. L'animateur choisit une carte, le cœur. Rico le trouvera-t-il? Ja, prima. Et ce n'est que l'échauffement.
Rico est aussi capable d'apprendre de nouveaux termes par élimination. Si on présente à Rico un objet qu'il ne connaît pas et qu'on le nomme, il vous le rapporte. On demande ensuite à Rico d'aller chercher un jouet inconnu, un ballon de foot, associé à un nom absurde, BVB. Il passe en revue tous les objets qu'il connaît et en procédant par élimination, Ce qu'il fait est incroyable. On pensait que seul l'homme doté de la parole en était capable. Il raisonne par déduction. Et c'est ça qui est absolument étonnant. Avant Rico, on ignorait que les chiens étaient capables de faire de telles déductions. On appelle ça le fast mapping. Les enfants acquièrent cette aptitude à l'âge de 2 ou 3 ans. Prenons un bambin qui sait reconnaître un cochon et une vache. Ajoutez un animal qu'il ne connaît pas, un cacatoès. Demandez-lui où se trouve le cacatoès. L'enfant l'identifiera immédiatement en éliminant les animaux qu'il connaît déjà. Rico a démontré aux scientifiques que les humains ne sont pas les seuls à raisonner ainsi. Mais est-il une exception ou est-ce donné à tous les chiens? Guinness est la meilleure élève du Dr Rang. On lui présente d'abord 2 objets. La serviette a une valeur positive, le cadeau une valeur négative. Si Guinness choisit le bon objet, elle reçoit une friandise. Si elle se trompe, l'écran devient rouge et il n'y a pas de récompense. Elle apprend ainsi à choisir le bon objet. On affiche maintenant un nouvel objet à côté du cadeau. Elle n'a encore jamais vu ce bol de lait. Mais elle a appris que le cadeau a une valeur négative. Quel objet choisiriez-vous contre une friandise? Le défi continue. La serviette est opposée à un nouvel objet, un téléphone. Se souvient-elle que la serviette a une valeur positive? Pas mal, mais les choses se compliquent. Le téléphone s'affiche à côté d'un nouvel objet, une tasse. Elle doit choisir entre 2 objets qu'elle n'a jamais sélectionnés. Lors du défi précédent, elle a appris que le téléphone avait une valeur négative. Donc, en procédant par élimination, la tasse a une valeur positive. Grâce à cette méthode, Guinness mémorise des informations et apprend par déduction. Le chien évolue généralement dans des formes d'apprentissage bien plus complexes que les simples conditionnements pavloviens. En réalité, les seules réactions conditionnables qui peuvent fixer et perdurer dans le temps sont les réactions émotionnelles de type phobique. Mais nous n'avons aucun intérêt, bien sûr, à travailler dans ces domaines, si ce n'est dans des buts thérapeutiques. Les chiens sont bien plus intelligents que certaines personnes voudraient nous le laisser croire. Il serait temps de remiser ces vieilles idées aux oubliettes pour reconsidérer le chien et ses capacités d'apprentissage à leur juste valeur. Le docteur Marc Bekoff s'est beaucoup intéressé au jeu chez les chiens, car le comportement du jeu implique un degré de cognition important. Pour le docteur Bekoff, les chiens sont capables d'avoir de l'empathie, mais aussi un certain sens de la moralité, de ce qui est bien et de ce qui est mal, de s'excuser, de se sentir gêné, d'avoir honte et d'obéir à certaines règles. Pour pouvoir jouer, le chien doit pouvoir analyser une situation, mesurer les pour et les contre, pour enfin prendre une décision avant d'agir de telle ou telle manière en interaction avec son partenaire. Pour le docteur Bekoff, l'autre aspect vraiment intéressant dans le comportement du jeu, c'est le sens de l'improvisation. Parfois on se trompe, on est trop brusque ou on va trop loin, alors on s'excuse par une révérence, etc. Avec toutes ces nouvelles données, le sens même du terme éducation prend toute sa valeur. Lorsque nous parlons de nos compagnons les chiens, et nous faisons bien allusion à des notions de relations subtiles dans des procédures d'apprentissage complexes, bien loin de ce que certains appellent indifféremment à tour de rôle, éducation, dressage ou conditionnement. La personne qui ferait cet amalgame aurait une vision bien péjorative et réductrice non seulement de nos compagnons les chiens, mais aussi de la relation subtile que nous partageons avec eux.